Et on applaudit bien fort les chanteurs pyrénéens, les chanteurs de Tarbes, qui nous ont fait le plaisir de venir ici nous interpréter ce morceau. Monsieur, venez avec moi. C'est Canti et pas c'est Canto, surtout pas. C'est Canti, c'est Canti. Voilà, c'est bien conjugué. Bon, voilà. On vous retrouve en fin d'émission pour un autre morceau, d'accord? Oui. Merci bien. Alors, je vais reprendre ma place et je vais en profiter pour vous présenter nos invités. Merci, messieurs. Et on vous applaudit à nouveau. Moi, ça me donne la chair de poule. Les Hautes-Pyrénées, le plus beau département de France, je crois que je peux le dire. Alors, pour l'émission On refait le salon, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Delachaînée du Figaro. Bonjour Jean-Paul. Salut Éric. Marc-Antoine Dumoulin, influenceur. Entre guillemets, mais salut Jean-Paul. Sur TikTok, Ouais. voilà. Et puis Jean-Pierre Noré, tracteur passion et collection. Est-ce que tu as suivi le président de la République? Est-ce que tu as vu un peu dans les allées? Est-ce qu'il y avait un cortège important? Est-ce que tu as suivi le président de la République ou pas du tout? Pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini ces grandes messes où on voit le président qui tourne dans les allées. Ça reflète quoi quelque part? Quelque part, c'est très important que le président de la République soit là, mais après, il faut les actes. Et ce qu'on ressent beaucoup quand on parle aux différents agriculteurs, c'est que c'est très bien les belles paroles qu'on prend parce qu'on est devant des agriculteurs, mais parce qu'on est au contact des agriculteurs, ça c'est bien, mais après il faut que ça se transforme. Quand on retourne dans les fermes, il faut que ça se transforme par des décisions tout à fait concrètes. Parce que c'est pas la peine de dire bon, on aime ces agriculteurs, mais si derrière il n'y a pas d'actes qui montrent qu'on aime les agriculteurs, il faut arrêter, parce que j'ai senti beaucoup de frustration de la part des agriculteurs justement et des agricultrices qui en ont un peu marre que bon, ils servent pendant une semaine de décor, c'est très beau, c'est une belle ambiance, mais que ça manque derrière de mesures qui aident vraiment les agriculteurs. Alors justement, Jean-Pierre, si tu veux bien t'intéresser à l'émission dans laquelle tu es, je te remercie. Le président, il a parlé de souveraineté. Toi, tu dis il faut passer des mots à l'acte. Alors moi, par rapport au président, puisque tu ne m'as pas posé la question, je l'avais rencontré ici même lors du dernier salon en 2020, juste avant cet épisode du Covid. Et je l'avais interpellé sur quelque chose qui m'avait marqué durant sa première campagne électorale. Et il avait dit cette fameuse phrase « pas d'interdiction sans solution ». Et je l'avais interpellé là-dessus et il avait effectivement repris en chœur, disant pas d'interdiction sans solution. Il y avait tout son staff autour, enfin tu vois le grand battage qui doit avoir lieu à quelques halls d'ici. Et voilà, tout le monde un peu aux aguets et tout. Mais la vraie question c'est est-ce que ça reste finalement juste une phrase pour parler ou est-ce que c'est du concret? C'est ce qui m'interroge moi aujourd'hui. Ouais, mais t'es pas clair. Ce que tu veux dire, c'est que le président avait dit attention, il y aura toujours des solutions. Toi, t'es planteur betterave et tu dis. Puisqu'on en parle justement en termes de betterave, tu m'amènes sur le sujet. Mais oui, parce que t'as pas expliqué. C'était pas du tout préparé, mais c'est bien qu'on en parle. C'est vrai que moi j'ai été très surpris par la décision de la Cour de justice européenne qui dit voilà, on interdit. Certes, c'est une décision de justice, on l'applique, mais nous autres. Français, on suit, et nous autres planteurs, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, là, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de solution. Oui, mais le gouvernement a fait le maximum là-dessus, tu peux pas. Non, Marc-Antoine, vas-y. Ouais, je suis pas d'accord par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on avait un produit qui fonctionnait très bien, et aujourd'hui, la solution qu'on nous propose, c'est de faire 3 insecticides. Il faut savoir que moi, en tant que planteur et betteravier français, moi aujourd'hui, balancer de l'insecticide pendant que les gens mangent leur barbecue le week-end, ça me fait pas plaisir. Et c'est pas les valeurs que j'ai envie de promouvoir du monde agricole, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de défendre aujourd'hui. Oui, mais la Cour de justice l'a décidé, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il y avait des dérogations, elles sont plus possibles. Je sais bien, des dérogations, elles sont plus possibles, mais aujourd'hui, le problème que je reproche, c'est qu'on est gouverné par des gens qui ne, entre guillemets, ils sont pas au cœur du métier, ils représentent mal le métier, et moi aujourd'hui de me faire ça c'est complètement à contre-cœur. Aujourd'hui, donc du coup vous abordez le sujet des NNI. Il faut savoir que les NNI, chaque enfant caresse son chien chaque jour, et le collier anti-puce qu'il a autour du cou, c'est des NNI. Néonicotinoïdes. C'est ça. Et ça me fend le cœur. Et moi, en tant que jeune agriculteur, aujourd'hui, on me dit va balancer 3 insecticides à la place de ce produit qui était en terre et qui n'était pas néfaste aux abeilles, puisque la betterave sucrière n'est pas une plante qu'on utilise par rapport à sa fleur ou etc. Moi aujourd'hui ça me fend le cœur.
Eric, ton avis là-dessus? C'est vrai qu'il y a un peu de poids de langage et que autant on matraque et on dit aux agriculteurs arrêtez de mettre des traitements, mais quand il s'agit des traitements humains, on n'a jamais autant consommé de médicaments humains. Et pareil pour les animaux domestiques, c'est la même chose oui, avec fipronil où on tolère fipronil pour les animaux domestiques, mais pas pour les agriculteurs. Il y a un petit problème. Un problème de cohérence, c'est ça? Un problème de cohérence et on a un peu l'impression aussi que les agriculteurs sont un peu la variable d'ajustement pour un peu tous les sujets sociétaux. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que justement la souveraineté, tout le monde en parle, mais personne ne la met réellement en pratique. On a eu une émission cet après-midi sur l'agriculture otage d'une guerre mondiale. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une guerre mondiale? Oui. Elle tait son nom, mais c'est quand même une guerre mondiale. Deuxième point, on a quand même le volet avec la Chine qui est pas positif. Amérique, Chine. Il y avait Thierry Pouche, donc des chambres d'agriculture France, qui disait attention, les stocks, la Chine, les stocks de céréales, c'est essentiellement en Chine. Après, c'est les États-Unis et l'Europe, on a zéro stock. Est-ce qu'il faut aujourd'hui rentrer dans du concret, de déclarer en fait un effort de guerre alimentaire, comme à d'autres époques, on a pu faire un effort de guerre militaire? Qui souhaite répondre? Est-ce qu'il y a une différence entre ce à quoi on réfléchit, ce dont on parle et l'action que l'on mène? Éric de la Chênaie. Je pense qu'il faut absolument qu'on remette l'agriculture au centre des politiques publiques et qu'on n'ait pas honte de faire des stocks. Et ce libéralisme, je me souviens quand j'ai commencé dans le métier, c'était de journaliste agricole, c'était en 2008, on continuait de détricoter la PAC. Et alors qu'on savait très bien, la fin des quotas laitiers, c'était une catastrophe, la fin des quotas sucriers, c'est une catastrophe, il n'y a que nous qui croyons au libéralisme et aux vertus du marché pour régler tous les problèmes de la société. Alors que c'est totalement faux. Et ça serait bien que cette guerre, on a eu le Covid, qui était une guerre sanitaire, là il y a la guerre mondiale, on se redise qu'il vaut mieux avoir une ou deux récoltes d'avance. Et ça, pas qu'au niveau français, mais au niveau européen, pour passer les hivers ou les moments qui sont difficiles. Donc il faudrait refaire des stocks stratégiques. Et ce qui est vertigineux, l'an passé, on recevait le directeur d'une division de la Commission européenne. Et la question, est-ce que les pays européens font des stocks? Il avait dit, au mois de septembre, donc il y a 1 an et demi, ils avaient posé la question à tous les pays européens. Il y en avait 2 qui avaient répondu réellement une vraie réponse, c'est le Danemark et l'Allemagne, et tous les autres n'avaient pas répondu, sous-entendu il n'y avait aucun stock. C'est vrai qu'on a honte de faire des stocks alimentaires aujourd'hui, et l'Europe n'est pas bonne. C'est pourtant du bon sens. Ouais, c'est pourtant du bon sens, et on a l'impression qu'on n'en prend pas conscience. Messieurs les agriculteurs, qu'est-ce que vous en pensez? Je te laisse répondre à Jean-Paul et je compléterai le cas échéant. Moi aujourd'hui, en tant que jeune agriculteur, j'ai l'impression d'être un fonctionnaire de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on a accepté la PAC. Je trouve que, à mon propre titre, je trouve que c'est une bêtise. Ouais, mais c'est ton revenu, une partie de ton revenu. Oui, je suis d'accord, mais moi aujourd'hui, je souhaiterais simplement, et tout agriculteur, je pense, souhaiterait et serait honnêtement plus fier de vivre de son métier que par des aides. Et c'est ça qui me fend le cœur, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, on nous impose de plus en plus de choses qui sont parfois même contre-agricoles. Je suis désolé de le dire, on le voit ici avec les nennis, c'est-à-dire d'aller balancer 3 insecticides à la place d'un seul produit qui marchait très bien. Et moi, c'est ça que je reproche, c'est qu'aujourd'hui, on nous impose tellement de choses, etc. Et à la fin, on te dit, respectez tout ça, sinon vous vivrez plus de votre métier. Il faut savoir que maintenant, dans le monde agricole, il y a un drone qui passe au-dessus de nos parcelles tous les 3 jours. Donc on est surveillé, on est les mains liées. Et donc aujourd'hui, la frustration je parle en mon nom, mais des jeunes agriculteurs, c'est qu'on devient réellement des fonctionnaires de l'Union européenne. C'est-à-dire que on ne prend plus de décisions parce qu'on est imposé de certaines choses. Et pour moi, on fait pas comme on devrait faire. T'en parles dans tes vidéos, alors parce que vous savez pas, mais il a des centaines de milliers. T'as combien de followers? 400 000. 400 000 followers. T'as un vrai pouvoir aujourd'hui d'expliquer ça. T'en fais? Tu en parles? J'en parle librement et sans problème. Et ton public, c'est pas que des agriculteurs, des fils d'agriculteurs? Non, pas du tout. Je touche tout le monde, c'est-à-dire que j'ai des infirmiers, des policiers, je touche vraiment tout secteur. Et c'est ça qui est agréable par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est que
j'explique mon métier, j'ouvre les portes de mon exploitation et je combat les codes ou les on-dit, on va dire, où je lutte contre l'agribashing chaque jour, parce que je pense qu'aujourd'hui les gens ont encore la vision de l'agriculture il y a 20 ans, mais aujourd'hui nous, jeunes agriculteurs, on sort des lycées agricoles, on a été sensibilisés à l'écologie, on a été sensibilisés à la nouvelle agriculture de demain, et je pense que le monde de demain, les jeunes agriculteurs qui vont arriver en place vont changer beaucoup de choses, et notre premier but, c'est de produire et de bien produire. Et quand tu parles, comme tu parles ici à tes 400 000 followers, tu te fais pas pourrir, il n'y a pas des messages derrière en disant tu pollues, tout ça? Absolument pas, parce que justement, je dis la vérité. Et c'est pas des émissions de télé, c'est pas des choses comme ça. Et justement, moi je suis agriculteur, qu'est-ce qui me coûte de plus de cacher ou de dire la vérité? Et moi je suis comme ça, je suis entier dans la vie et je dis la vérité. Et c'est ça qui plaît. On part de bas quand même dans la discussion, parce que tu vois, on parlait des NNI tout à l'heure. Quand tu parles avec quelqu'un qui n'a pas connaissance du dossier, on dit voilà, on va arrêter cet insecticide sur les betteraves. Souvent, la réponse que tu as, c'est bon, de toute façon, on s'en fiche, on mange plus de sucre. Tu vois, on en est là quand même. Il y a quand même un fossé qui s'est créé entre la problématique et la perception de la problématique dans le grand public. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. C'est que cette guerre, elle aurait dû amener sur le devant de la scène, remettre en avant le vrai rôle du métier d'agriculteur. Il y a eu une sorte de passage où on a dit voilà, oui, effectivement, l'agriculteur quand même. Puis on a l'impression que tout ça s'est retrouvé noyé dans le flot de l'actualité. Il n'y a pas vraiment une prise de conscience de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, des problématiques engendrées. Bon, tu parles des stocks, on pourrait parler aussi de la spéculation autour des matières premières, etc. Marc-Antoine. Autre chose que j'ai peur, c'est que par rapport à cette décision, on va tuer la filière sucre en France. Et qu'est-ce qui va se passer? On va encore aller chercher des sucres de canne, des produits étrangers, et du coup, on est en train de fermer l'agriculture française complètement, et c'est dommage. Et même pire que ça, Marc-Antoine, parce que on va même apporter du sucre de betterave qui sera traité au NNI, aux néonicotinoïdes. Donc c'est une hérésie, c'est un contresens. Alors que la France, écoutez bien, la France c'est le premier producteur européen de sucre de betterave. On a une filière d'excellence, on a 23 000 producteurs, 23 500. On a des usines derrière, des emplois directs. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'est au moins 45 000. Donc on est en train de tout casser. Et alors, plutôt que de construire, pas que dans ce domaine. Moi je l'ai vu aussi parce que j'ai suivi le médicament. Dans le médicament, on était le premier producteur européen de médicaments. Et à cause de normes, aussi de dumping social, on délocalise tout et on voit le malheur que ça fait. Le malheur pour la santé humaine, c'est qu'on est en rupture, on n'avait jamais vu ça, de médicaments qui sont tout à fait basiques, comme l'amoxicilline. Et dans le domaine agricole, ça va être la même chose. On va être, si ça se trouve, en pénurie de sucre. Donc il y a un moment, est-ce qu'on réfléchit au bien-être du peuple ou alors au bien-être des financiers? Ça, c'est... Mais alors, je comprends pas, il ne faut pas être polytechnicien pour comprendre ce que tu dis. Pourquoi on fait l'inverse de ce que tu dis? Parce qu'il y a des intérêts supérieurs. Lesquels? Les intérêts, je le dis, financiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on libéralise tout, le bon sens disparaît. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus pour l'actionnaire, toujours plus pour les multinationales et moins pour ceux qui sont des petites unités et qui sont que des pions, c'est tout. Alors c'est vrai que les cours de bourse là, des principales entreprises ont été annoncés. Ils appellent ça un rallye boursier, c'est-à-dire que malgré la crise, etc., il y a eu des montées en fait, de bénéfices qui ont été énormes, c'est incroyable. On a du mal à prévoir ce qui se passe aujourd'hui là quand même. On est dans un contexte compliqué. On est dans un contexte compliqué aussi pour le climat. On n'a jamais eu autant d'accidents climatiques. On est au 13e mois consécutif de température au-dessus de la moyenne saisonnière, même si aujourd'hui ça s'est un petit peu rafraîchi. Mais il ne faut pas oublier que le 31 décembre, on était 9 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. 9 degrés, 9 degrés 5 exactement. Donc c'est vrai que là aussi ça change la donne et qu'on est obligé de revoir les pratiques agricoles. Tu le sens toi chez toi? Complètement, c'est-à-dire que si j'ai fait le cumul sur mon exploitation en plein mois de février, je suis à 5 mm sur un mois. C'est l'été. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est moins que l'été, ouais. Et c'est vrai qu'il y a une Pithiviers, c'est entre le Gâtinais et la Beauce. Donc pour ce qui concerne l'eau, on est sur deux versants différents. La Beauce où il y a la fameuse nappe de Beauce. Le Gâtinais, j'en parlais hier avec un collègue. On a un quota, un volume d'eau par exploitation. Et puis on a, je dirais, un pourcentage de ce volume qui va nous être affecté.
Et là, on parle d'être sur un volume historiquement très bas, peut-être la moitié, voire moins de la moitié de ce qui historiquement peut nous être affecté. Ça pose un vrai problème parce que de toute façon, aujourd'hui, tu peux pas envisager de cultiver en tout cas une culture et de développer un produit, une marge, etc. Si tu n'as pas tous les éléments réunis. Tu fais pas de la cuisine sans avoir les éléments essentiels. Voilà. Et toi, tu as évolué sur ton exploitation, tu as arrêté certaines cultures ou tu vas droit dans le mur? Écoute, déjà on parlait des betteraves, concrètement on le saura à la fin de l'année puisque là l'annonce a été faite en janvier. En janvier, un agriculteur a déjà fait son assolement, il a très peu de marge de manœuvre pour le modifier. Donc il a prévu une surface de betterave, il a déjà commandé ses graines, non NNI. Donc je plains le semencier qui a dû traiter tout ça dans un délai record. Au dernier moment. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, je te dirais à la fin en octobre, au moment de la récolte, si on prend une nouvelle tôle comme on a pris en 2020, un tiers de rendement, hein, voilà. L'État a beau dire on va compenser, etc. Je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure, c'est pas ça qu'on attend. On n'attend pas une compensation. La compensation, quelqu'un la paye. On attend de vivre du produit, de vivre de la marge qu'on va faire. C'est pas honteux de dire qu'on fait une marge. Et derrière, effectivement, aujourd'hui, si cette récolte de betterave 2023 s'annonce mauvaise, il y aura certainement beaucoup de changements. Alors, il n'y a pas de récolte miracle. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand bien même on va choisir autre chose, il n'y a pas le truc idéal. Ouais, mais est-ce que tu as changé quelque chose sur ton exploitation? Parce que tu sais que tu vas devoir changer. Peut-être pas à court terme, mais il va falloir changer. Moi, j'ai changé. J'ai fait beaucoup plus de maïs, ouais. C'est pas vraiment ce qu'on attendait. Si, non, mais je blague pas. Ah bon? Parce que, écoute, il y a une problématique. D'accord. Mais le maïs, si tu veux, il y a un potentiel. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, avoir fait un voyage de presse en Italie, chez un agriculteur producteur de maïs, qui nous disait, moi là, je vise à très court terme de pouvoir faire 200 quintaux à l'hectare en maïs. On l'a tous regardé autour de la table en disant, waouh! Mais le maïs, par exemple, présente un potentiel intéressant. Donc c'est intéressant de faire du maïs s'il est bien mené, si tu travailles avec des gens qui ont des compétences, je dirais de la passion pour ça. Et là, il y a un potentiel. Mais effectivement, c'est très vite limité par ce qu'on vient de dire. Et Marc-Antoine, t'as changé quoi, toi? Moi, j'ai rien changé. Je suis un passionné et j'adapte mes façons de faire au jour le jour et je m'adapte aux saisons. Donc, c'est-à-dire qu'en voyant la sécheresse arriver ou en voyant que notre métier devient de plus en plus compliqué par rapport à la sécheresse, j'adapte mes façons de faire, c'est-à-dire que par rapport à des choix variétals sur des types de précocité ou des choses comme ça, et après, on s'adapte. Eric, toujours de l'élevage chez toi Non, moi c'est juste du fourrage, mais moi c'est pareil, moi j'ai gardé les haies, j'ai des zones, des prairies qui sont bien humides. Et, on a fait, l'année dernière, on a fait un quart de foin en moins, mais bon, on arrive quand même à sauver les dégâts et à changer un petit peu les pratiques. On le fait plus tôt, oui, on l'a fait plus tôt. Et moi je voulais rebondir par rapport au maïs. L'année dernière, on a eu l'année la plus chaude de l'histoire, de l'histoire des relevés météo. Malgré ça, en rendement national pour le maïs, on avait l'équivalent de 1950. Donc ça veut dire que avec très peu de précipitations. Donc ça veut dire que déjà on a fait beaucoup de progrès au niveau des sélections variétales et qu'on va pouvoir continuer à en faire. Et c'est vrai que le maïs a des potentiels très importants pour s'adapter. Et c'est encore, il ne faut pas l'enterrer le maïs. Et tu es en Mayenne, ce qui est pas la pire. Je suis en Mayenne. Mais bon, je faisais le calcul, on a quand même perdu, d'habitude on a 1100 mm, on a eu 700 mm là sur 2022, ça fait un tiers en moins. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on s'adapte aussi. Il faut qu'on s'adapte. Ouais, et j'ai peur qu'on ne s'adapte pas assez vite. Déjà, je trouve qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on en demande déjà beaucoup à l'ensemble des agriculteurs. Donc voilà, il faut... Pour finir, ce qui t'énerve le plus actuellement, l'idée, ce qui te choque le plus? Ce qui me choque le plus, c'est qu'on ne respecte pas les agriculteurs. On ne les remet pas, ce que je disais au début, c'est vraiment nourrir la population, c'est le besoin primaire le plus important. On peut se passer d'Internet, on peut se passer de la Starac, on peut se passer du virtuel, mais nourrir, c'est basique. Ouais. Et que l'eau, c'est la vie, et que pour une fois qu'on prenne des bonnes mesures
des mesures de bon sens. Et ce qu'on a pris comme mesure pour l'instant sur l'eau, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Bon sens. Du bon sens. On préfère détruire des barrages qui ont été faits par les anciens, même sur les petites rivières, des gros barrages comme à Vezin au Sud-Manche, qui produisaient de l'électricité, qui étaient des stockages d'eau. Et maintenant, Saint-Malo, l'été, ils tirent la langue parce qu'ils n'ont plus assez d'eau. Et donc, moi, j'espère que le bon sens revienne et que, au lieu de faire des combats dogmatiques et politiques, eh bien, on soit pragmatique et qu'on se réunisse tous autour de la table et qu'on prenne des solutions d'avenir. Jean-Pierre, ce qui t'énerve, pour finir. Je rejoindrai ce que dit Eric, la dévalorisation du métier, mais c'est la dévalorisation, mais l'incompréhension du métier d'agriculteur. C'est-à-dire on a un fossé terrible entre ce qu'on est censé faire, ce qu'on fait, et la façon dont c'est perçu par le grand public. Marc-Antoine. Je les rejoins totalement. Alors, quelque chose de positif, pour finir. Ah, sur du positif. non, mais tu crois dans ton métier quand même. J'y crois, mais il va falloir bouger les choses, il va falloir changer quand même certaines choses et il va falloir que là-haut, ils revoient leur façon de faire, tout honnêtement. Bon, il va falloir si vous voulez applaudir, vous pouvez applaudir. Mesdames, Messieurs, l'émission se termine à présent en chanson. Et je tiens à vous remercier de nous avoir suivis, mais restez en ligne, on écoute les chanteurs pyrénéens, les chanteurs de Tarbes. Si l'ennemi du pays vers l'or qui m'a porté ses pas, il entendrait du pasteur le cri vainqueur de là, les montagnards sont là. Les montagnards, si l'ennemi du pays vers l'or qui m'a porté ses pas, il entendrait du pasteur le cri vainqueur de là, les montagnards sont là. Adla, les montagnards sont là. Adla, les montagnards sont là. Adla, les montagnards sont là. Les montagnards sont là, sont là. Halte là, halte là, halte là, halte là. Les montagnards sont là. Si l'ennemi du pays vers l'or qui m'a porté ses pas, il entendrait du pasteur le cri vainqueur de là, les montagnards sont là, sont là, Adla. Montagnards à la patrie, consacrant tous nos instants, et d'une main de chérie, soyons les dignes enfants. Soyons les dignes enfants, les dignes enfants, les dignes enfants, gardiens de son indépendance, protégeant ses mers et ses lois, le montagnard est jaloux de ses droits, le montagnard est jaloux de ses droits. Et pour les conquérir au combat, il s'élance. Et pour les conquérir au combat, il s'élance. Si l'ennemi du pays vers là, il entendrait du pasteur le cri vainqueur de là, les montagnards sont là. Si l'ennemi du pays vers là, il entendrait du pasteur le cri vainqueur de là, les montagnards sont là. Adla, les montagnards sont là. Adla, les montagnards sont là. Adla, les montagnards sont là.